Nous sommes le 20 août 1989. Eric et Lyle Menendez rentrent chez eux dans leur manoir de Beverly Hills. Et là, ils sentent immédiatement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le portail d'entrée est déverrouillé. La porte d'entrée est ouverte. Ils poussent la porte, entrent avec précaution et découvrent du sang au sol. Dans le salon, ils trouvent leur père, José, et leur mère, Kitty, affalés contre le canapé. Ils ont tous les deux été exécutés de la façon la plus horrible qui soit. Eric et Lyle sont bouleversés, ils appellent la police et hurlent de manière totalement hystérique. Ils supplient les officiers de venir car quelqu'un a tué leurs parents. Si vous aimez les récits sombres, mystérieux ou fantastiques, vous êtes tombé au bon endroit parce que je mets une vidéo en ligne généralement le samedi. Si vous voulez être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne, souvenez-vous de vous inscrire et d'appuyer sur la cloche. Et bien entendu, mettez un petit pouce en l'air si vous aimez bien mon histoire, ça aide au référencement. Quand la police arrive sur place, la brutalité des blessures est totalement évidente. José et Kitty ont été abattus à coups de fusil de chasse. Il y a de multiples impacts qui ont littéralement déchiqueté leur corps. Et donc, en raison de cette violence tout à fait extrême, la police suppose qu'il s'agit d'un règlement de compte plus ou moins mafieux. Alors, c'est pas un accident, c'est pas une dispute qui a mal tourné, mais là, il y a un message très clair. C'est des gens qu'on voulait exécuter. Les enquêteurs se concentrent donc sur les affaires de José, qui est PDG d'une importante société de médias américains. Et il a fait fortune, il dispose d'un vaste réseau et bien entendu, il a aussi marché sur quelques pieds par-ci par-là. Et les policiers pensent que un individu plutôt mal intentionné se cache parmi les relations d'affaires ou a commandité une exécution, enfin bref. Donc ils orientent leurs recherches dans ce sens. Pendant ce temps, donc pendant les 6 premiers mois de l'enquête, Lyle et Eric donnent l'impression d'avoir perdu la tête. Ils héritent d'un patrimoine familial de 14 millions de dollars, ce qui n'est pas une mince affaire, surtout à cette époque, et ils reçoivent une somme d'argent importante, comme ça, immédiatement, peu de temps après le décès de leurs parents. Donc les deux frères se lancent dans une frénésie de dépenses démesurées. Ils achètent des appartements en bord de mer, des voitures, des Rolex et même un restaurant de poulet frit pour 550 000 dollars. Lors des funérailles de leurs parents, Lyle ne parle que de son impatience d'aller à l'US Open et il montre fièrement sa nouvelle Rolex. Oui, non, ça c'est pas une Rolex, c'est une G-Shock de Casio. De toute évidence, son esprit n'est vraiment pas sur le meurtre brutal de ses parents, il est vraiment occupé à autre chose, il est sur différentes futures dépenses extravagantes. Et après les funérailles, Eric, lui, décide de devenir joueur de tennis professionnel. Il a fait un peu de tennis pendant son enfance, et donc il s'est mis dans la tête de devenir tennisman professionnel. Donc il dépense 60 000 dollars pour qu'un joueur de tennis professionnel vive chez lui et l'entraîne chaque jour, même si, objectivement parlant, il n'est pas vraiment doué pour ce sport. Et de son côté, Lyle, il s'occupe à constituer une équipe de gens plus ou moins douteux qui l'aident à investir dans différentes entreprises à New York et dans l'état du New Jersey pour essayer de faire des placements d'argent. Et donc, en parallèle de leurs dépenses excessives, les frères suivent des séances de thérapie. Et c'est lors d'une de ces séances confidentielles que Eric avoue à son thérapeute que son frère et lui ont tué leurs parents. Alors, il s'imagine que le thérapeute a le secret, un petit peu comme un secret de confession, et en tout cas aux États-Unis, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que, bien entendu, le thérapeute, alors un thérapeute qui a une licence de psychologie, psychiatre, psychologue, ce que vous voulez, oui, c'est vrai, il y a une clause confidentielle,
Mais s'il a connaissance d'un crime, il se doit d'aller le dire. De toute façon, il peut être obligé à le dire devant un tribunal. S'il n'a pas de licence, donc si c'est un psychothérapeute quelconque, en fin de compte, là, il peut plus facilement garder le secret, mais il peut également être obligé, parce que sa licence ne sautera pas s'il n'en parle pas, mais il peut également être obligé par un tribunal de passer aux aveux et d'expliquer. Donc de toute façon, le thérapeute n'a pas à garder le secret. C'est pas nécessairement à garder le secret. Dans le cas d'Eric, le thérapeute n'est pas un psychologue, il peut donc garder le secret, rien ne l'empêche et risque pas sa licence, mais la secrétaire qui était dans la salle d'à côté a tout entendu. Et elle, par contre, elle n'est pas nécessairement obligée de garder le silence, et elle va dénoncer les 2 frères à la police qui, sur cette dénonciation, les arrête et les met en garde à vue. Et Lyle et Eric avouent très rapidement ce qu'ils ont fait et comment les choses se sont passées. Alors, ça s'est passé, ça a commencé le 18 août 1989. Lyle et Eric se sont rendus dans plusieurs armureries au sud de la Californie pour acheter des armes de poing. Mais il y avait des problèmes avec le permis de conduire californien de Lyle et dans l'État de Californie, il y a une période d'attente obligatoire de 15 jours, de 2 semaines, avant de pouvoir prendre les armes en possession parce qu'il y a des vérifications à faire. Donc les 2 frères décident d'acheter des fusils de chasse qui sont plus faciles à se procurer et à utiliser. Ils acquièrent donc des fusils Mossberg de calibre 12, des boîtes de cartouches de plomb, de chevrotines, dans un magasin Big Five Sporting Goods à San Diego. Eric, lui, utilise un permis de conduire volé qui appartient à un ami de Lyle, qui s'appelle Donovan Goodrow, pour obtenir ses armes. Le soir du 20 août 1989, José et Kitty sont en train de regarder la télévision dans le salon de leur manoir à Beverly Hills. Lyle et Eric entrent, les armes à la main. José est touché 6 fois, dont un tir fatal à l'arrière de la tête. Kitty, quant à elle, reçoit 10 impacts au total. Avant le tir fatal qui lui sera tiré dans la joue, la pauvre femme rampe au sol et tente de s'échapper. Lyle court jusqu'à la voiture où Eric lui donne des munitions pour recharger le fusil avant de revenir et de tirer le coup fatal au visage de sa mère. Immédiatement après les meurtres, les 2 frères restent un petit peu dans la maison quelques minutes pour voir si la police intervient, à cause du bruit des coups de feu quand même, ça fait pas mal de bruit, mais rien n'arrive, personne n'a rien entendu, les murs sont suffisamment épais apparemment. Donc, ils se débarrassent tous les 2 de leurs vêtements qui sont tachés de sang, ils enterrent les fusils le long de Mulholland Drive, et ensuite ils se rendent dans un cinéma et essayent d'acheter des billets pour le film de Batman, histoire de s'en servir comme un alibi. Mais ils sont obligés d'abandonner l'idée parce que les billets, il y a un eurodatage qui donc, dans ce cas-là, leur donne aucun alibi parce qu'on peut voir que c'est après la période où les 2 parents sont morts que la date du billet est valable. Donc, ils vont à un festival qui s'appelle Taste of LA au Santa Monica Civic Auditorium. Ils voient le festival, ils suivent le festival et ils rentrent à la maison. Et de retour à la maison, il n'y a toujours aucune présence policière. Bon, il n'y a pas de raison, remarquez. Donc, Lyle appelle le 911, ce qui correspond au 112 ou au 18 ou 17 en France ou en Europe. Et il dit avec émotion à l'opérateur que quelqu'un a tué ses parents. Il affirme donc qu'il vient de rentrer avec son frère et qu'ils viennent de découvrir les corps de ses parents. Et Eric est en train de faire son cinéma et il hurle, il pleure en arrière-plan. Vraiment, c'est horrible. Oh là là. À l'arrivée des officiers, Lyle et Eric sortent en courant de la maison vers eux et ils crient, ils pleurent, ils font tout un cinéma. Ce qui fait que les policiers ne demandent pas de test de résidus de tir aux frères. S'ils avaient fait un test de résidus de tir, on aurait pu voir et prouver que les 2 se sont servis récemment d'une arme à feu. Déjà, ça aurait orienté les recherches.
Donc, Lyle et Eric mentent aux officiers, leur disent qu'ils étaient donc ailleurs au moment des meurtres. Et Lyle suggère très rapidement aux officiers que les meurtres pourraient être liés aux affaires, entre guillemets, de son père, et il insinue un règlement de compte mafieux. Les officiers de police, le personnel médico-légal qui travaille sur la scène de crime décrivent cette scène comme la plus brutale qu'ils aient jamais vue. Le sang, la matière cérébrale ont éclaboussé un peu tout dans la pièce. Le détective Dan Stewart, qui aujourd'hui est à la retraite, déclare d'ailleurs « J'ai vu beaucoup d'homicides dans ma vie, mais rien d'aussi brutal. Du sang, de la chair, des morceaux de crâne. Il est difficile de décrire José comme un être humain reconnaissable. C'était terrible à ce point-là. » Selon le rapport de l'autopsie, une des charges a causé une décapitation explosive avec éviscération du cerveau et une déformation du visage de José. Donc, comme vous pouvez voir, ils n'y sont pas allés de main morte. Pour ce qui est de Kitty, la première série de tirs a touché Kitty à la poitrine, au bras droit, à la hanche gauche et à la jambe gauche. Donc aucun de ces coups n'était mortel. Et le tir de contact, le dernier tir au travers de la joue, a provoqué de multiples lacérations au cerveau. Lyle et Eric sont donc accusés de 2 chefs d'accusation, de meurtre au premier degré, ce qui correspond en fin de compte avec un meurtre à préméditation en France, et avec des circonstances spéciales pour avoir agi avec une forme de préméditation où ils sont attendus que les parents soient disponibles pour les tuer. Ce qui donc prouve la préméditation d'après le droit américain. Ils risquent la peine de mort, et lors de leur premier procès, la défense explique, leur avocat explique que les frères ont tué leurs parents en état de légitime défense parce que ceux-ci ont abusé d'eux sexuellement parlant, émotionnellement parlant et physiquement parlant pendant des années. Et donc, arrivés à bout, ils ont fini par tuer leurs parents. L'accusation, elle, dit que les meurtres sont prémédités, que les allégations d'abus sexuels sont fabriquées de bout en bout et que les frères sont tout simplement motivés par la haine et le désir de recevoir les plusieurs millions de dollars de l'héritage de leur père qui les avait déshérités. Mais les 2 jeunes hommes ont effacé la nouvelle version du testament de leur père de l'ordinateur. Alors les jurys ne parviennent pas ce premier procès à arriver à un verdict. Donc le procès est annulé pour les 2 frères et donc il y a un second procès et ce procès les reconnaît coupables de meurtre au premier degré et les condamne à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Donc Lyle et Eric, en ce moment même, donc à l'heure où je fais cette vidéo, le 1er novembre 2024, purgent donc leur peine au Richard J. Donovan Correctional Facility à San Diego, en Californie. Ils ont fait plusieurs appels qui ont tous été rejetés par les juges. Le dernier appel en date était le mois dernier, en octobre 2024, où là aussi on a demandé ce qui s'appelle habeas corpus en anglais, en américain, ce qui permet à un détenu de contester la légalité de son emprisonnement, mais ça n'a pas marché et le procès ne sera pas révisé. Au cours des procès qui ont été faits pour ces 2-là, il y a eu plusieurs évaluations psychologiques. Une des évaluations psychologiques du docteur William Vicary, qui est psychiatre proposé par la défense, il a diagnostiqué chez eux un syndrome de stress post-traumatique, PTSD. D'après lui, il attribue ce syndrome à des abus présumés. Un peu plus tard, on a néanmoins découvert que Lyle lui avait demandé de modifier certaines notes de l'évaluation. Le docteur John Wilson, qui est un expert en PTSD, a confirmé ce diagnostic. Mais, cependant, querelle d'experts, on a le docteur Park Dietz, qui est un psychiatre médico-légal, qui a donc été mandaté, lui, par l'accusation. Il conclut que les frères ne montrent pas de véritables signes de PTSD, mais présentent plutôt des traits de personnalité narcissique et antisociale, donc sociopathe. Il n'y a jamais eu de consensus entre les experts sur leur état mental. Maintenant, à vous de me dire ce que vous en pensez.
dans les commentaires. Alors d'après vous, PTSD ou sociopathe, narcissique, est-ce que vous voulez? Quelque chose d'intéressant néanmoins, c'est 30 ans après le crime, un collectionneur de cartes de basket NBA a fait une découverte surprenante. Alors, ces cartes de basket, c'est une véritable institution aux États-Unis, hein, dans la culture populaire. Ce sont des cartes qui vont représenter des joueurs de basketball ou des joueurs de baseball, etc. Et donc, ils sont en action. Et ces cartes sont collectionnées par plein de gens et pendant des décennies et des décennies, il y a des collections qui peuvent valoir vraiment beaucoup d'argent. Et certaines de ces cartes qui sont spécialement rares ou oui, où il n'y en a pas beaucoup, peuvent vraiment apporter des sommes assez importantes. Ça dépend donc de la rareté et de l'importance du joueur qui est représenté. Et sur cette carte, c'est la photo de Mark Jackson de 1990. Et sur cette carte, on peut voir en arrière-plan Eric et Lyle Menendez qui sont assis au bord du terrain. C'est la carte que vous pouvez voir en ce moment devant vous. Et c'était la période où ils dépensaient beaucoup d'argent après les meurtres de leurs parents, où ils s'offraient des places de premier rang à différents matchs de basket. Et là, ils ont même fait l'honneur d'être sur la carte de ce joueur. Donc, est-ce que cette carte a plus de valeur parce que non seulement il y a un joueur de basket connu et ces deux criminels? Ça, par contre, je ne le sais pas. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé ce récit de l'ombre. Faites bien attention à vous. Et je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle histoire, un nouveau récit de l'ombre. À bientôt. Au revoir.